Bonjour à tous, comme chaque semaine, je suis très heureuse de vous retrouver dans Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Jean-Yves, au programme de cette semaine, on reviendra, et ce sera notre image du jour, sur le procès de Claire Géronimi qui avait été victime d'un viol par un clandestin sous 3 OQTF, apprend-on désormais. Et puis notre dossier du jour sera consacré au service public, le service public des profiteurs, le service public de la gauche caviar. On aura beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Bien sûr, on n'oubliera pas nos habituelles pastilles de l'information et le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à David Pujadas. C'est un nouveau portrait piquant qu'on vous invite à aller voir à la fin de cette émission. Si le programme vous plaît, eh bien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Et puis, bien sûr, vérifiez si vous êtes bien abonné à TVL. On est proche du 1 million d'abonnés. Vous pourriez être le prochain qui nous ferait franchir la barre, qui serait formidable pour nous. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. L'image de la semaine, je vous le disais, c'est bien sûr ce procès politique et dramatique de Claire Géronimi qui a été victime d'un viol par un clandestin qui était visé par 3 OQTF. Pour être tout à fait exact, le procès a une deuxième victime qui s'appelle Mathilde. Ce qui m'a intéressée particulièrement dans ce procès, c'est la revue de presse que j'ai faite ce matin, donc jeudi, où nous enregistrons, puisque les premiers articles qui ressortent sont des articles du Figaro, de Europe 1, du JDD, de CNews, de Frontières de Valeurs Actuelles, un deuxième du Figaro et un article du Parisien, quand même ça se passe à Paris. Il y a sans doute une première chose qu'on peut dire sur ces médias, Jean-Yves, bien sûr, c'est qu'ils appartiennent à une sphère bien particulière. Oui, à l'exception du Parisien, ce sont des médias qui sont classés plutôt à droite et évidemment, les médias de gauche, ça ne les intéresse pas. Il faut dire qu'il y a dans le traitement de l'information, l'essentiel du traitement de l'information, c'est la disproportion, c'est le déséquilibre. Par exemple, des dragues lourdes ou des agressions sexuelles de Bedos ou de Depardieu, ça occupe une immense place dans les médias. Or, ces viols qui sont quand même plus graves en termes d'importance, d'atteinte à la personne, là, ils sont un peu passés sous silence, parce qu'évidemment, à partir du moment où c'est commis par des OQTF, par un OQTF, faut surtout pas le dire. Voilà. Et donc, on a un biais dans le traitement de l'information qui se ressent ensuite sur le traitement judiciaire, puisque la justice a tendance à donner aussi beaucoup plus d'importance à ce à quoi les médias donnent beaucoup d'importance, indépendamment même de la réalité des faits. Enfin, attendons, c'est un procès qui est en cours à l'heure où on parle. Devant le tribunal correctionnel de Paris, c'est en cours, attendons, mais le traitement médiatique est quand même extrêmement déséquilibré. Tout à fait. Alors, quelques points un peu sur ce procès, les premières informations que l'on a. L'auteur s'appelle Jordi Goukara, c'est un centrafricain de 27 ans. Il est connu pour avoir été condamné 11 fois par la justice d'ores et déjà, notamment pour violences, menaces, mais également port d'armes ou encore des affaires liées aux stupéfiants. Il a d'ailleurs répondu à la question du président de la Cour qui lui a demandé pourquoi cette violence. Il a répondu que c'était une réaction spontanée, parfois réfléchie, parfois préparée à l'avance et que souvent, en fait, c'était fait exprès. Voilà, donc c'est assez clair. On rappelle que ces 2 viols qui ont eu lieu la même journée, à quelques heures d'intervalle, ont eu lieu
en plein jour et dans les quartiers chics de Paris, puisque cela a eu lieu dans le 17e arrondissement et dans le 8e arrondissement. Les 2 jeunes femmes concernées ont été suivies jusqu'à leur hall d'immeuble avant d'être plaquées au sol, menacées et violées, comme on le sait. D'ailleurs, ce Jordi Goukara affirme n'avoir aucun problème avec les femmes et estime les respecter. J'ai du succès avec les femmes, il dit. Je n'ai pas besoin de violer, je suis sûre de mon charisme. Voilà. On pourrait souhaiter qu'il exerce son charisme en Centrafrique. Avec 3 OQTF. Avec 3 OQTF, mais si à 28 ans on n'a pas 3 OQTF, c'est qu'on a raté sa migration. Hein. Place maintenant à notre dossier du jour. Notre dossier du jour est consacré au service public, le service public des profiteurs, le service public des manipulateurs. La semaine dernière, Delphine Ernotte déclarait que CNews était une chaîne d'extrême droite. Je me suis rendue, moi, sur la page Wikipédia de CNews pour savoir ce qu'on en disait. Wikipédia. Oui. Alors, ils sont un peu plus mesurés tout de même dans le descriptif de la chaîne. Ils parlent donc d'une chaîne privée d'information en continu, considérée comme un média d'opinion. Et puis, le développement continue. Sa ligne éditoriale est décrite comme très ancrée à droite et conservatrice, avec une orientation marquée de plus en plus à l'extrême droite et identitaire, reprenant des thématiques de campagne comme l'immigration, l'insécurité, banalisant des discours contre l'immigration musulmane, avec notamment la présence d'Éric Zemmour, blablabla, un tropisme pro-russe, pro-Israël, pro-Trump, climato-sceptique, des valeurs catholiques traditionnelles, ainsi qu'une opposition au wokisme. Voilà globalement le développement du début de Wikipédia. Si CNews assume d'être un média d'opinion, Jean-Yves, plutôt à droite, en effet, ça on ne va pas le contredire, est-ce que le service public est-il capable d'assumer d'être à gauche ? Ben voilà, parce qu'il n'y a pas de médias, il n'y a de médias que d'opinion. Parce que, je le répète encore une fois, quand on choisit de traiter une information, quand on choisit de donner ou de pas donner d'importance à une information, ça dépend de l'opinion que le journaliste, que celui qui traite l'information, se fait précisément de cette opinion, de ce fait. Voilà. Et donc, il n'y a de médias que d'opinion. Alors, il y a des médias d'opinion dissidentes, comme TV Liberté, il y a des médias d'opinion de droite, peut-être, comme CNews, et puis il y a des médias de gauche ou d'extrême gauche, comme le service public, puisque que ce soit France Info ou France Télévisions ou France Inter, c'est des médias pluralistes en ce sens qu'il y a l'extrême gauche et la gauche qui sont représentés, mais la droite est vouée aux gémonies. Voilà. Alors, Delphine Ernotte devrait peut-être regarder son budget ainsi que sa ligne éditoriale. En effet, Jean-Yves, comme vous venez de le dire, le 19 septembre, le syndicat EFO réclamait une commission d'enquête chargée d'éplucher les comptes de France Télévisions. Le couperet est finalement tombé un peu plus tôt qu'on ne le pensait, et pas suite à cette réclamation du syndicat EFO, mais suite au rapport de la Cour des comptes qui a enquêté. Toujours est-il que si jamais EFO se posait des questions sur le budget de France Télévisions, eh bien Sonia Mabrouk avait déjà demandé, elle, dans quelle époque, face à Élise Lucet, une enquête sur le service public. Je vous propose de réécouter ce moment. J'attends un cache investigation sur France Télévisions. Je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines, j'y suis, je vois ce qui se passe. Faisons une enquête pour voir s'il y a un cache investigation. Mais ne vous inquiétez pas, Sonia. Effectivement, je regarde ce qui se passe à France Télévisions et je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions, je le dirais, très franchement. Je vous fais parfaitement confiance, mais je dis qu'une enquête indépendante vaudrait le coup et qui pourrait confirmer vos dires ce soir. Eh bien, lancez-la. Je ne suis pas sur le service public. Moi, je trouverais plus intéressant que vous fassiez un cache investigation. Donc, on ne peut pas faire une émission d'investigation chez vous ? Mais bien sûr que si. Mais j'aimerais bien que ce soit, puisque vous êtes la patronne de l'investigation, que vous le fassiez sur France Télévisions. Non, on ne vous reçoit pas pour ça, Sonia. Attendez.
Non, on ne reçoit pas Sonia Mabrouk pour ça. Toujours est-il qu'on apprend qu'il y a 40 millions de déficit pour France Télévisions. Écoutez plutôt comment France Info parle de cela. Le titre est vraiment une pépite de manque de transparence. Vous allez voir, audience de premier plan. Bah oui, il faut quand même vendre un peu ce qu'il y a à vendre. Mais situation financière critique, ce qu'il faut retenir du rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions. C'est assez fou, finalement, que France Info fasse cet article sur leur propre situation. Voilà, ils sont contents. Dans leur propre groupe. Ils ont une audience. Alors, c'est vrai qu'ils ont des avantages. D'abord, ils ont énormément de moyens. Donc les moyens, ça permet, même si on engage beaucoup, ça permet quand même de faire des choses plus qualitatives. 2,6 milliards d'argent public chaque année. Ils n'ont pas de publicité, donc par rapport à leurs concurrents des chaînes privées, c'est plus confortable. On n'est pas perturbé par ça. Donc qu'ils aient de l'audience, oui, ils ont de l'audience avec notre argent, puisque chaque foyer français paye l'équivalent de 140 €. Chaque foyer français paye l'équivalent de 140 € pour payer ces gens-là, pour faire leur propagande. Voilà, c'est ça la réalité. Et puis se balader en taxi, avoir des salaires mirobolants, etc. On va y venir, vous allez y venir. Je fais ces détails-là. 2,6 milliards d'argent public, je me répète, mais c'est important. Les services publics et France Télévisions en particulier, annuels, qui sont versés. On atteint quand même donc 40 millions de déficit malgré cette somme immense qui leur est allouée. Il faut aussi dire que 15% des salariés de France Télévisions gagnent plus de 80 000 € par an. Ça fait des salaires à plus de 7 000 € mensuels quand même. Il faut aussi dire que France Télévisions, c'est tout de même 8 900 personnes à temps plein. C'est plus de 400 fois plus que le nombre de salariés à TV Liberté. Voilà, c'était important aussi de le souligner. Et le salaire moyen... Le salaire moyen, exact. C'est 6 000 € par mois, c'est-à-dire plus que le plus haut salaire de TV Liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'avec les 400 000 € annuels de Delphine Ernotte et les 300 000 € annuels de la présentatrice du 20h, Léa Salamé, ça fait forcément peut-être monter la moyenne un peu vite. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des mais sur 8 000 personnes, si vous voulez. Ça s'étale quand même bien. Il faut aussi noter qu'à France Télévisions, on paye 10 000 € de taxis par jour. La formule est de Sarah Knafo, donc rendons à César ce qui appartient à César. Mais France Télé, c'est France Taxi. Oui, c'est alors, un peu, oui. C'est assez plaisant aussi, parce qu'il y a aussi les 53 voitures de fonction, sans parler des voitures de service, et les frais de taxi. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, parce que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais, puisque tous les soirs, sur le JT de France 2 et de France 3, vous avez météo-climat, c'est-à-dire la propagande, le mélange entre la météo qui change tous les jours, c'est chaud, c'est froid, et le climat, qui sont deux choses radicalement différentes, mais pour faire de la propagande. Donc ces gens qui font la propagande pour venir en vélo, se déplacent tous en voiture. Et vous d'ailleurs, Floriane? Mais moi, je viens en vélo. Mais vous faites pas de propagande pour l'arnaque climatique. Bon. C'est un vélo électrique tout de même. Ah, voilà. Oui, pour transporter mes enfants, c'est plus commode. Oui, on dit ça, mais... mais je l'utilise tous les jours. Vous ne pensez pas à la planète, vous vous devez venir avec un vélo non électrique. Mais je fais mieux que les journalistes de France TV, du coup. Et alors, à France Télévisions aussi, on sait recevoir, puisque le coût des réceptions et des frais de déplacement s'élève à 46 millions en 2024. Donc ça fait 126 000 € de dépenses par jour. Alors vous savez, quand on reçoit des invités, effectivement, ça se fait de les accueillir avec au moins un café, à minima, un verre de jus d'orange. Enfin, là, on peut se demander combien coûtent les petits fours, quoi, clairement. Parce que c'est un véritable buffet de luxe à ce tarif-là annuel. Et puis, on a aussi le comité d'entreprise, peut-être pour finir sur le point qui fâche, qui a coûté 14 millions €
en 2024. Voilà, ils ont acquis un immeuble pour les vacances, mais ils ont déjà des résidences vacances, notamment à Cannes et à Trouville pour leurs journalistes et salariés. Voilà, France Télévisions, c'est avec notre argent, mais c'est un monde où il a l'air de faire bon vivre, en effet. Oui, c'est ce qu'on appelle une bonne maison. Enfin, une bonne maison pour ceux qui travaillent et ceux qui font de la propagande. Alors, on voit très bien, d'ailleurs, la logique où on est dans le camp du bien. Ah, c'est bien, on est dans le camp du bien, on fait de la propagande pour le camp du bien, pour la diversité, pour le LGBT, contre le réchauffement climatique, défendre la planète. Et puis, comme on est dans le camp du bien, eh bien, on en met pas mal de son côté, on vit confortablement. Et donc, on a des idées de luxe, on promeut des idées de luxe, et on vit dans le luxe, c'est formidable, formidable. Pas tout à fait forcément raccord avec la vie des Français au quotidien. Toujours est-il que je vous propose maintenant d'écouter Paul Amar sur ce rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions. Il a une information qui, si elle se vérifie dans les prochains jours, sera très intéressante et très ennuyeuse pour Delphine Ernotte. On l'écoute tout de suite, c'était sur Europe 1 avec Pascal Praud. Ce rapport a été fait avant le mois de mai. Il aurait dû être remis au mois de mai. Il a été mis sous le boisseau, mais dans un tiroir, parce qu'il fallait reconduire Madame Ernotte. Si ce rapport avait été publié... Mais vous avez la preuve de ça ? Oui. Si ce rapport avait été publié... Mais, pardonnez-moi. Oui. Vous avez la preuve. Ce rapport existait... Croyez-moi, j'ai une source infaillible. D'accord. Infaillible. Bon. Non, mais c'est important. Qui connaît le service public sur le bout des doigts. Donc voilà, ce rapport aurait dû être publié en mai. Il a été publié après la reconduction de Madame Ernotte. Je vous le dis. Et donc, s'il avait été publié avant Madame Ernotte... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que l'ARCOM aurait été contrainte de ne pas reconduire Madame Ernotte, tout simplement. Là, M. Moscovici nous a refait le coup qu'il avait fait il y a 2 ans, lors du vote d'un texte sur l'immigration, où il avait retenu la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur l'immigration pour éviter qu'il soit utilisé dans le débat parlementaire, ce qui est absolument anormal, puisque la Cour des comptes est chargée, justement, de renseigner l'opinion et les parlementaires. Et là, il a fait la même chose. Il a retenu le rapport de la Cour des comptes suffisamment longtemps, il a décalé sa publication de 3 mois, pour permettre qu'on renomme pour la 3e fois Madame Ernotte à la tête de France Télévisions. Donc c'est une manip politicienne du président socialiste de la Cour des comptes qui bloque les rapports plutôt bon, fait par les gens de la Cour des comptes. Voilà. Mais si c'est vérifié, effectivement, ce serait gravissime. Toujours est-il, Jean-Yves, que maintenant qu'on a eu ce rapport de la Cour des comptes, il serait intéressant d'avoir les comptes un peu plus précis de France Télévisions et notamment de s'intéresser au coût des émissions, lesquelles coûtent le plus cher et lesquelles justifient ce tarif-là. Et notamment, moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux émissions qui sont produites à l'extérieur, qui sont achetées par France Télévisions, parce qu'on vous a parlé donc des quasiment 9000 salariés à temps plein à France Télévisions, mais il y a évidemment des prestataires, et ça, il ne faut pas oublier de le dire. Et notamment, l'un des prestataires, c'est Media One, la boîte de production qui travaille avec Monsieur Pigasse et qui produit les C'est Politique, c'est l'Hebdo et c'est ce soir, des émissions qui sont politiquement très orientées. Ça serait intéressant de savoir combien est-ce que c'est facturé, tout ça. Alors, c'est des émissions... On n'a pas encore ces chiffres-là. Très orientées, qui, semble-t-il, coûtent assez cher, qui nourrissent Media One et M. Pigasse, qui, par ailleurs, soutient et promeut un certain nombre de médias d'extrême gauche, comme Radio Nova ou Huffington Post, ou d'autres aussi. Donc, on voit bien... Donc, il y a en plus là... il y a un détournement dans le détournement ou un potentiel détournement dans le détournement, c'est-à-dire non seulement on a 9000 personnes, mais en plus on a des prestataires extérieurs et ces prestataires extérieurs, ils font du profit avec lesquels ils nourrissent où ils aident au développement d'un certain nombre d'officines d'extrême gauche, c'est-à-dire on a en quelque sorte toutes les nuances, on a 50 nuances de gauche et d'extrême gauche à France Télévisions.
Qu'est-ce que vous penseriez, Jean-Yves, de la privatisation du service public? C'est quelque chose qui est beaucoup demandé en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Alors, je crois que c'est inéluctable. Le service public, il peut donner de belles images parfois de la France, donc ça, ce serait souhaitable de le garder, mais ce n'est plus sauvable. C'est devenu une machine de propagande massive. Il faut libérer les Français de la propagande. Et puis, il faut remettre un peu d'ordre dans cette gabegie. Je rappelle que les comptes publics sont en très fort déficit. Là, il y a 4 milliards d'économies à trouver, qu'on peut retrouver chaque année, puisque l'ensemble du service public, c'est 4 milliards. Eh bien, il faut prendre l'argent là où elle est. Là où cette affaire est quand même assez importante et préoccupante pour France Télévisions, c'est qu'indépendamment de la privatisation qu'il faut souhaiter, ils sont en déficit. Il leur manque 40 millions d'euros. Or, dans le contexte actuel, je vois quand même mal quand un budget va être présenté, si tant est qu'un budget soit présenté, puisqu'on n'a pas de gouvernement pour le moment, si un budget est présenté, je ne vois pas comment on pourrait encore augmenter le budget de France Télévisions, alors qu'ils sont déjà en déficit. Ça va être dur pour eux. Et quand ça va être dur pour eux, ça veut dire qu'ils vont se bagarrer entre les différents, comment j'ai dit, les 50 nuances de gauche et d'extrême gauche vont se bagarrer. Eh bien, place maintenant au pastis de l'information. Revenons quelques instants, ce ne sera pas trop long, rassurez-vous, sur l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen qui continuent d'agiter la chronique. Eh bien, leur défense, vous allez voir, touche le fond, mais ils creusent encore un peu plus leur tombe. Et je vous propose d'écouter Thomas Legrand pour commencer sur Quotidien. Quand je déjeune avec des hommes politiques, c'est jamais seul, jamais tout seul comme journaliste, plusieurs journalistes. Quand vous ne dînez pas. Je ne dîne pas. C'est une limite un peu débile de dire je déjeune mais je dîne pas. Mais c'est déjeuner, c'est différent d'un dîner. Un dîner. Moi, quand je dîne avec quelqu'un, on se resserre de vin. Déjeuner, c'est pas tromper. J'ai l'impression d'entendre franchement une bonne femme qui serait en train de m'expliquer. Moi, tu sais, quand j'ai un rendez-vous, quand je veux draguer, je viens en robe. Quand je veux que ce soit pro, je viens en jean, quoi. C'est un peu ça. Et puis, on a eu des révélations également sur le comportement de Patrick Cohen. Et je vous propose de les écouter. Il s'agit de Pascal Praud qui nous raconte un petit incident qui a eu lieu dans les locaux de France Inter. Un éditorialiste qui vient régulièrement ici, que je ne citerai pas, est allé sur France Inter. Il a été pris à partie par Patrick Cohen d'une manière assez virulente, avec des mots qui ont été échangés assez forts. Et ces mots étaient tellement virulents, tellement forts, que le directeur de la rédaction, M. Philippe Corbet, directeur de France Inter, s'est excusé. Et tous les gens de la radio se sont excusés du comportement de Patrick Cohen. On a un Patrick Cohen qui visiblement n'est pas très content et ça chauffe un petit peu dans son crâne là. C'est difficile, il a été un grand seigneur des médias, là il est un peu bousculé, il est malheureux, il faut un peu d'empathie, Floriane, un peu d'empathie. Ils ont beaucoup, tolérance, vous savez, Jean-Yves, il y a des maisons pour ça. Oui, sans doute, oui. On vous parlait de la taxe Zuckman. Eh bien, le service public a décidé d'enfoncer le clou dans ses émissions, mais également sur ses réseaux sociaux grâce à ses journalistes. Et c'est le cas notamment d'Émilie Tran-Nguyen, qui est journaliste dans C'est à vous, qui a décidé de faire la promotion de la taxe Zuckman sur ses réseaux sociaux, sur TikTok. Je vous propose d'écouter sa vidéo. Alors, la vidéo initiale faisait 4 minutes. Je l'ai franchement raccourcie et accélérée pour que vous vous rendiez compte des moments intéressants. On écoute ça tout de suite. Zuckman. Non, franchement, on l'entend partout, mais qui est derrière? C'est Gabriel Zuckman. C'est un jeune économiste français, mais il n'a pas encore 40 ans. Il est à peu près surdoué. Il a enseigné dans les plus grandes écoles. Il enseigne à Normal Sup. Et Zuckman, c'est donc son nom de famille qu'il a donné à une taxe pour en faire un projet de loi. En conclusion, pour Zuckman, si sa taxe passe si mal, c'est qu'il faut partir du principe que personne ne veut payer d'impôts. Voilà. Alors, j'espère vous avoir éclairé et vous avoir aidé à forger votre propre avis. À bientôt.
C'est un peu simpliste. Alors en plus, dans la vidéo de 4 minutes que je n'ai pas infligée à nos téléspectateurs, elle met des extraits de Gabriel Zucman dans ses L'Hebdo pour répondre aux critiques qui lui sont faites. Il y a donc trois critiques et 3 passages de Gabriel Zucman. C'est l'inception de la propagande. Alors, je crois surtout que dans l'affaire Zucman, on voit la capacité des médias de grand chemin et des médias de service public à imposer un débat pour en évacuer d'autres. Pourquoi on parle de l'attaque Zucman ? Parce que la volonté du service public, et on va comprendre pourquoi, on a compris pourquoi avec ce qu'on a vu avant, c'est surtout on ne touche pas aux dépenses et donc on comble le déficit par des impôts nouveaux. Et pour les impôts nouveaux, on invente un impôt soi-disant sur les très riches qui serait parfaitement inefficace puisque les très riches, eh bien, ils ont la possibilité de l'exil fiscal, donc ça n'a aucune chance d'être efficace. Mais on bloque le débat sur l'impôt pour éviter de poser la question qui est la question centrale des dépenses publiques excessives, et pas seulement des dépenses publiques excessives, des dépenses publiques nuisibles. On a parlé de celles du service public, on pourrait parler de celles de l'immigration, on pourrait parler de la transition énergétique. Et donc, comme on ne veut pas, dans ces milieux-là, qu'on critique les dépenses publiques nuisibles, hop, on balance un impôt et on balance M. Zucman, dont personne n'avait jamais entendu parler, absolument sur France Télévisions à 20h, sur Radio France, partout. Voilà. Et on impose le débat. Oui. Et je rappelle que Gabriel Zucman, je crois que je vais le marteler, mais c'est très important de le savoir, a été créé de toutes pièces par Camille Etienne, l'activiste du climat, la jeune activiste du climat. C'est l'élément un peu sexy de la propagande écolo qui lui a fait tous ses réseaux sociaux et en quelques temps seulement, elle lui a fait exploser tous ses scores en appelant tout le monde à s'abonner à ce Gabriel Zucman qui est donc monté de toutes pièces et qui bénéficie aussi de l'argent de Soros. Voilà. Hidalgo a été prise la main dans le sac à main de luxe. Vous allez voir, effectivement, certaines de ses frais de représentation, certaines de ces factures ont été soumises au grand public. Elle est donc prise là actuellement dans une polémique pour des dépenses assez somptueuses, fastueuses. Elle n'a pas dépassé ses frais autorisés d'ailleurs, mais tout de même, c'est important et ça choque aujourd'hui en temps de crise. D'ailleurs, pas pour rien qu'en fait, dans la vie civile, elle est amie avec Rachida Dati. Fermeture de la parenthèse, même si elles font semblant de se haïr. Au Conseil de Paris, il y a une des notes de Anne Hidalgo qui a été retrouvée par le média Alerte Info sur X, qui m'a beaucoup amusée et je vais vous détailler pourquoi. C'est une note Burberry d'un manteau à plus de 3 000 € qu'elle a acheté chez Burberry. Quel jour l'a-t-elle acheté et à quelle heure ? Surtout, ça c'est très intéressant. Elle l'a acheté le 27 novembre, 2 heures après avoir annoncé sur Twitter qu'elle quittait X. Pour des raisons de conviction auxquelles elle souhaitait rester fidèle. Je vais vous citer le post d'adieu d'Anne Hidalgo sur X. Quand tout s'assombrit, il faut se tourner vers la lumière. Faisons-nous confiance et sachons retrouver le chemin de la démocratie, de la paix et de la fraternité. Nous en avons le pouvoir. Elle, c'est sûr qu'elle en avait le pouvoir d'achat. En tout cas, Jean-Yves, tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres, c'est ça ? Et si vous voulez, elle aussi, comme sa consoeur du service public, Ernotte, elle cumule les idées de luxe et les objets de luxe. Quelle vie formidable ! On a des belles idées, on est généreux, on est bien vu, on est dans le camp du bien. Et le camp du bien s'habille en Dior, le camp du bien s'habille bien. Oui, le camp du bien s'habille bien, c'est normal.
Revenons maintenant sur la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk qui a eu lieu outre-Atlantique. Et je vous propose d'écouter rapidement plusieurs extraits que je suis allée piocher dans les médias et dans les télévisions françaises qui sont assez fascinants, vous allez voir. Et je vous propose de commencer par Aurélie Filippetti qui était sur France Info. On l'écoute. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Tous les mouvements fascistes, fascistoïdes ont toujours comme caractéristique de se victimiser et ils instrumentalisent évidemment leurs prétendus héros morts au combat, tout ça entre guillemets. Ce sont des gens qui sont en eux-mêmes très violents et la violence qui s'est exercée contre ce Charlie Kirk est le reflet de la violence que eux-mêmes transmettent à la société américaine, mais aussi au monde entier. C'est ça qui me fait peur, à moi. Chaque camp politique a tendance à honorer ses morts, honorer ses victimes. En l'occurrence, Charlie Kirk a été assassiné. C'est normal de l'honorer. Et je crois que quand Martin Luther King, qui appartenait au camp démocrate, a été assassiné, il a été aussi honoré par ses partisans, ce qui est normal. Donc c'est pas extrêmement sérieux comme analyse, on va dire. Voilà. Alors sur le plateau de Snegarov, eh bien une de ses invitées, Judith Pérignon, qui est journaliste, a tenu des propos. On monte un petit cran au-dessus. Eh bien, écoutons-la. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même de Charlie Kirk, qui est la seule à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde. Je ne sais pas si je veux dire du beau monde. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là, avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Donc la connexion, elle est toujours là. Voilà, un meeting nazi, là. Il va fort, petit coup de poing Godwin. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est monsieur Snegarov qui fait le maître de cérémonie, spécialiste des États-Unis. Il a passé des mois et des mois à nous annoncer la défaite de Trump et la victoire de l'excellente Kamala Harris. Et bien justement, j'ai la vidéo, on peut se la repasser, ça. C'est un chouette rappel. Écoutez, je suis un peu nostalgique aujourd'hui. On écoute Thomas Snegarov sur Kamala Harris. Moi, je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel, c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique. Il est excellent. Il est excellent. Le journaliste, j'espère qu'on le paye bien quand même. Hein. Je me souvenais plus de l'empathie fragile vis-à-vis de Joe Biden. J'avoue que ça me fascine toujours et encore. Je vous propose maintenant, coup sur coup, 2 extraits de LCI qui sont extraordinaires. On les commande juste après. Cette histoire de l'assassinat représente pour Trump ce que a représenté à l'époque pour Adolf Hitler l'incendie du Reichstag. Le parallèle est absolu et il est évident. Est-ce que ça n'est pas dangereux, Charles Adams, pardon, je ne vous interrompre, mais est-ce que c'est pas dangereux de s'aventurer dans ce genre de comparaison? Adolf Hitler, c'est la Shoah, c'est l'assassinat au plus haut degré. Trump n'a assassiné personne. Et je considère que les États-Unis aujourd'hui sont à peu près où en était l'Allemagne en 1934. Ça marche très fort, le point Godwin, là. Vous allez voir, on a mieux encore quelques jours après sur LCI, on écoute ça. Messe évangéliste d'illuminés, et je pèse mes mots, ça n'avait rien à envier aux talibans avant un lancement de croisade. Non mais vraiment, je vais commencer par Eric Hacker, qui après, parce que appel à ode à la martyrologie, appel à la vengeance, exaltation au réveil, dans le sens chrétien avec une majuscule, des forces chrétiennes, tout était imbibé d'une atmosphère de croisade et de violence à peine contenue.
Alors la violence à peine contenue, Jean-Yves, si on répond à ce vieux crouton et à cet illuminé, pour reprendre ces mots, c'est Erika Kirk qui dit ceci lors de son discours d'hommage à son mari. Cet homme, ce jeune homme, je lui pardonne parce que c'est ce que le Christ a fait et c'est ce que Charlie aurait fait. La réponse à la haine n'est pas la haine. C'est très, très haineux, hein, effectivement, comme réponse. Alors, elle est complètement dans le pardon catholique. Elle est dans le pardon chrétien, absolument. Trump, lui, reste sur le champ politique, puisqu'il dit je combats mes adversaires, je combats mes ennemis, ce qui est la logique politique. Mais toute la cérémonie a été quand même assez centrée, effectivement, sur les valeurs chrétiennes qu'on peut apprécier ou pas, mais qu'il est difficile de qualifier de valeurs de haine. Voilà. Tout à fait. Ils racontent n'importe quoi sur LCI. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent leurs invités, mais c'est de plus en plus fabuleux. À noter tout de même, je crois qu'on va leur donner ce bon point-là, Darius Rochebin, qui pour une fois tient son antenne, en demandant si on peut vraiment faire la comparaison avec Adolf Hitler, et David Pujadas également, qui questionne son invité sur le fait si jamais c'est bien tolérable de comparer ça à des talibans. Enfin, je ne sais pas d'où ça sort, cet exemple, mais c'est complètement ridicule. Alors, ce qui est assez amusant quand même, c'est de M. Rochebin qui dit on ne peut pas tout comparer à Adolf Hitler, alors que depuis 3 ans, il compare Poutine à Hitler et la Russie à l'Allemagne nazie sur sa chaîne. Mais enfin bon, passons, quoi, voilà. Mais il ne faut pas abuser du point Godwin. Moi, si je peux me permettre de leur donner un conseil, n'abusez quand même pas trop du point Godwin. Un peu, c'est bien, mais... D'ailleurs, le point Godwin, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire le ad Hitlerum, la réduction ad Hitlerum, c'est ce qu'on utilise quand on n'a pas d'argument. Et comme ils ont de moins en moins d'arguments, oui, ils ont tendance à revenir au point Godwin. C'est Hitler, c'est les nazis. Oh là là, c'est épouvantable. Et on a Mathilde Panot aussi, qui était assez intéressante sur l'hommage à Charlie Kirk. Je vous propose de l'écouter. Une classe médiatique qui, quasiment à son unanimité, a fait de Charlie Kirk un héros de la liberté d'expression qui a été assassiné, avec y compris des gens à gauche qui, comme Marine Tondelier, expliquent qu'ils ont une pensée pour la famille de Charlie Kirk, ce qui est sidérant. Il est sidérant qu'on essaye de nous arracher de l'empathie pour quelqu'un qui, de manière très claire, appelle à la haine, appelle à la violence et appelle à faire un suprémacisme blanc à la fois aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et vous n'avez qu'à voir la violence que développe Trump partout dans le monde, qui est une question de vie ou de mort. J'en ai parlé à plusieurs instants, pour évidemment les États-Unis eux-mêmes, mais aussi pour le reste du monde. Donc, il est délirant qu'on arrive à ce genre d'unanimisme pour expliquer qu'il faudrait louer Charlie Kirk, qui a été assassiné. Là aussi, elle y va un peu fort. Il ne plie pas. Et les filles, voilà. Et vous avez remarqué qu'elle accuse Marine Tondelier de connivence, de complaisance, d'empathie. D'arracher de l'empathie. D'arracher de l'empathie. Bah oui, un homme est assassiné, on peut avoir de l'empathie pour sa famille. Oui. De la même façon, même si c'est un adversaire politique. On peut se questionner aussi sur ces unes, par exemple, dont on se souvient tous suite à la mort du petit Thaïlande, si cette photo, en gros, dans le journal, n'était pas faite pour nous arracher précisément de l'empathie. L'empathie et de l'émotion, bien entendu. Mais il y a l'émotion qui sert le camp du bien, donc ça c'est la bonne émotion, et il y a l'émotion qui ne sert pas le camp du bien, ça c'est la mauvaise émotion. Et pour finir ces pastilles de l'information, retour sur France Télévisions, mais on va s'intéresser à une de leurs plateformes en particulier, c'est Slash. Slash se voulait être une plateforme un peu à la Netflix, enfin du moins concurrentielle de Netflix, et c'était une plateforme finalement très focalisée sur les identités, sexuelles essentiellement, avec quelques reportages documentaires, mais aussi beaucoup de mini-séries ou de films avec souvent des jeunes réalisateurs d'ailleurs. Et visiblement, ils sont en train de prendre un virage un peu moins woke, parce que globalement, c'était
très à gauche. Et voici l'interview dans Télérama du directeur du cinéma et des fictions de France Télévisions qui nous dit ceci: Slash ne peut pas continuer à être un laboratoire de la fiction que les jeunes ne regardent pas. Et il rajoute dans l'interview: on ne peut pas se contenter d'empiler des niches. La série écolo, la série sur l'orientation sexuelle, etc. Et il déclare: il faut qu'on prenne ce virage côté série, sinon on risque de rater le train du jeune public auquel on est censé s'adresser. C'est-à-dire que c'est un aveu total et absolu du manque d'audience de Slash. Oui. C'est QFD. Le politiquement correct ne marche pas toujours. Fait pas recette. Et le wokiquement correct, encore moins. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce numéro d'Immédiat. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez déjà cliqué sur le pouce en l'air, sinon il n'est pas trop tard. N'hésitez pas. Vous pouvez également nous laisser un commentaire. C'est excellent pour l'algorithme de YouTube. On en a bien besoin. Et puis, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné. Je ne vous laisse pas tout de suite. Vous avez bien sûr le portrait piquant qui suit. Une petite nouveauté dans notre liste des portraits avec David Pujadas, vous savez, qui est sur LCI désormais et dont on vous parlait précédemment. Bien sûr, continuez avec nous sur TV Liberté et puis à très vite sur notre chaîne. La concurrence est rude dans le monde des présenteurs de la télévision. Mais certains tirent leur épingle du jeu, comme David Pujadas, présent sur le petit écran depuis plus de 35 ans. 12 ans au groupe TF1, 16 ans au JT de France 2, de nouveau 8 ans à LCI, une longévité peu commune. Né en 1964 à Barcelone, il est de père espagnol et traducteur, et de mère française interprète. Sa famille s'installe en France peu après sa naissance. Bonnes études, licence en sciences économiques, Sciences Po Paris, où il milite un temps assez court chez les Rocardiens, puis le CFJ, le Centre de formation des journalistes de Paris. Un stage à Nice matin, puis il remporte un concours de TF1 et intègre en 1989 le service étranger de la chaîne, où il suivra la chute de Ceausescu et la guerre du Golfe de 1991. Dès 1992, il assure le remplacement des présentateurs des journaux du matin, tout en réalisant des enquêtes pour l'émission Le Droit de Savoir. Une de ces enquêtes est censurée et il quitte la chaîne, mais ce sera pour la toute neuve LCI en 1994, où il présente le journal télévisé. Il quitte le groupe TF1 pour France 2 en 2000, et un an plus tard, présente le JT, où il remplace Claude Sérillon. Lors des attentats du 11 septembre, il est filmé par une équipe de Canal+. Il lance son fameux « Waouh, génial !» dont il s'excusera 10 ans plus tard sur Europe 1. Mais ce petit dérapage ne perturbera pas son ascension au sein du groupe public. Le 15 octobre 2008, il présente son 1000e journal télévisé sur France 2. Et son journal talonne celui de TF1, présenté par Laurence Ferrari, dont l'audience est en recul. En parallèle du JT, David Pujadas présentera de nombreuses émissions. Le Contrat, une interview politique mensuelle sur LCP, Madame, Monsieur, Bonsoir sur France 5, Les Infiltrés, magazine d'investigation de France 2. Enfin, il présentera depuis 2002 les soirées électorales de France 2, ainsi que le magazine politique mensuel, Des paroles et des actes sur la même chaîne. Une gaffe en février 2004 où il annonce en direct la retraite politique d'Alain Juppé, une nouvelle prématurée, dont il rendra plus tard responsable le service politique de la chaîne, tout en assumant cette erreur. 5 ans plus tard, en 2009, Pujadas interroge dans son JT un délégué CGT, après que ses collègues grévistes aient saccagé la sous-préfecture de Compiègne. Ces questions provoqueront une grosse colère de Jean-Luc Mélenchon, qui qualifiera David Pujadas, je cite, de salaud, de larbin et de laquais. Un an plus tard, après un entretien avec Nicolas Sarkozy jugé complaisant, le site gauchiste Acrimed lui décernera une laisse d'or. Considéré comme parfois trop docile avec les pouvoirs, il n'aura pas plus de chance à droite, puisque la Fondation Polémia lui remettra un Bobard d'or en 2010,
puis un plus modeste Bobard de cuivre en 2014. Une citation pour terminer sur France 2, le 4 mars 2025, dans un débat avec Fabrice Lucchini. Je cite, « Mais globalement, les professions intellectuelles en France sont de gauche. Enseignants, chercheurs, magistrats, journalistes. » Fin de citation. Les journalistes, plutôt de gauche ? Si David Pujadas le dit.